l'échographie, vous allez trouver une paroi supérieure à 11 mm. Alors, je ne suis pas échographiste, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ces définitions. Et les principales causes, vous les connaissez. Et vous avez, donc, quand vous avez une post-charge qui augmente, vous avez le ventricule gauche, il y a soit un obstacle sur l'éjection, comme dans la sténose aortique, l'hypertension artérielle, ou bien les maladies infiltratives. Il y a une HVG très particulière du sportif qui est une HVG de type adaptatif. Donc, lorsqu'elle est symétrique, vous allez voir ici, donc l'HVG, quand elle touche de manière symétrique les parois, ben vous allez voir que l'hypertension, le RAO et la coarctation sont tout à fait ici. Et je vous dirai 2 mots sur donc, cette hypertrophie de type systolique, de type surcharge. Ça vous donne une augmentation de l'épaisseur. Il faut intervenir très précocement parce que la conséquence, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à contrôler cette hypertrophie, qui est simple au départ, puisqu'il s'agit d'une hypertrophie myocytaire avec une augmentation de l'activité mitochondriale, elle va se transformer en hypertrophie complexe avec l'apparition d'une apoptose cellulaire qui sera remplacée avec le développement de la fibrose. Et à ce moment-là, on ne parle plus d'hypertrophie, d'une cardiomyopathie, véritable cardiomyopathie qui s'installe. Et donc, on change de maladie. Ce n'est plus une hypertension, c'est une cardiomyopathie d'origine hypertensive et les conséquences peuvent être dramatiques. Alors, ce remodelage ne concerne pas uniquement le ventricule gauche, mais il concerne aussi l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, donc, elle est soumise à une hyperpression, puisque cette oreillette gauche va lutter contre un ventricule gauche dont la distensibilité, la contractilité est modifiée, et donc elle va finir par se dilater. Et cette dilatation de l'oreillette gauche, qu'on voit, regardez ici, plus le volume de l'hypertrophie, le volume de l'oreillette gauche augmente, et bien vous avez une augmentation de la morbimortalité, particulièrement par l'installation des troubles du rythme à l'étage auriculaire. Et d'ailleurs, quand vous allez voir vos patients qui sont suivis pour une hypertrophie, une hypertension artérielle, au bout de quelques années, vous diront que je ressens des palpitations. Vous allez faire un électrocardiogramme ou un Holter-ECG, vous allez voir des extrasystoles auriculaires. Et parfois, ces extrasystoles vont modifier la structure de l'oreillette. Au départ, on appelle ça des modifications au niveau électrophysiologique. L'oreillette gauche restera un peu normale. Et puis, avec le temps, il y a une modification de l'anatomie de l'oreillette gauche. Elle va se dilater et elle va faire le lit à la fibrillation auriculaire. Ce genre de patients sont justement les premières victimes de la fibrillation auriculaire qui multiplie par 5 la survenue d'un AVC. Et comme vous le savez, l'AVC de l'AFA est le plus grave puisque c'est de gros caillots qui se nichent au niveau de l'auricule gauche et qui vont migrer vers un territoire sylvien et les conséquences peuvent être dramatiques. La détection de l'HVG, il y a des outils qui sont très simples, comme l'électrocardiogramme, mais parfois cet outil est pris à défaut, donc on peut faire aussi l'échocardiographie. L'IRM aussi va servir à faire le diagnostic, mais ce n'est pas du tout en pratique courante, donc je ne vais pas en parler. Je vais parler surtout de l'ECG que vous connaissez tous, je vais en montrer quelques exemples. Donc la déviation axiale gauche, les indices que vous connaissez, le Sokolov, le Cornell, je ne vais pas vous les rappeler. Et puis on peut calculer des scores comme le score de Romhild pour pouvoir faire le diagnostic de l'HVG. Voici un patient qui suivait à ma consultation, on me l'a adressé pour une fibrillation atriale. Donc vous voyez que le rythme était régulier, qu'il y a une fibrillation atriale. Ici, vous voyez ici, quand vous calculez le Cornell ou vous calculez l'HVG, vous calculez le Sokolov, il y a une HVG manifeste. Et donc là, les 2 critères sont modifiés. Par contre, si vous voyez ce tracé qui n'est pas à moi que j'ai emprunté, vous voyez que si on calcule le Sokolov, il est tout à fait normal, mais si vous calculez le Cornell, il est largement au-delà de 28. Donc, ce que je veux dire par là, qu'aucun critère électrocardiographique isolément n'est tout à fait fiable, mais on peut s'aider de plusieurs éléments pour suspecter ou diagnostiquer une hypertrophie du ventricule gauche. Mais en tout cas, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à faire une échocardiographie pour le diagnostic de l'hypertrophie du VG parce que l'impact pronostic est assez important. Donc ça, c'est pour la sensibilité des examens, c'est ce que je vous disais, je l'ai dit autrement, tout simplement. Alors,
C'est parce que cette hypertrophie du ventricule gauche et la dilatation de l'oreillette gauche est importante. Donc il y a eu des études qui, qu'est-ce que ça peut modifier, par exemple chez l'hypertendu. Si vous prenez par exemple ce diagramme, ici vous avez le volume de le diamètre de l'oreillette gauche. Donc ici on va d'une oreillette gauche pratiquement normale jusqu'à une oreillette gauche dilatée. Et ici vous avez sur cet axe la dilatation ou l'hypertrophie plutôt, l'hypertrophie du ventricule gauche. Alors si vous prenez un malade qui a une oreillette gauche dilatée et qui a un HVG, eh bien, vous voyez qu'il y a la prévalence ou l'incidence de la fibrillation atriale est largement impactée, donc on a plus de troubles du rythme auriculaire. Par ailleurs, si on prend ici des patients qui ont, ici vous avez des sujets qui n'ont pas d'hypertrophie du ventricule gauche, c'est diagnostiqué à l'échocardiographie, donc une HVG échographique. Et si vous prenez les malades qui ont une HVG à l'échocardiographie, eh bien l'incidence de la fibrillation atriale est largement impactée, elle est beaucoup plus importante, elle est pratiquement multipliée par un facteur de 2,5. Donc vous voyez que finalement, à la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que quelqu'un qui a une fibrillation, qui a une HTA plus HVG, HTA sans HVG, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont deux hypertendus, mais qui ont deux pronostics et deux conduites à tenir totalement différentes. Donc il est extrêmement important d'y aller rechercher ce genre de complications. Alors, par ailleurs, sur les arythmies ventriculaires, donc tout à l'heure j'ai parlé des arythmies atriales, dans les arythmies ventriculaires, c'est la même chose. Si on prend ici la survenue d'une tachycardie ventriculaire non soutenue, ici c'est des sujets qui sont normaux, ici c'est une HT1 qui est sans HVG, et ici c'est une population avec l'HVG, et regardez que les arythmies ventriculaires peuvent atteindre jusqu'à 30% donc, de prévalence chez les sujets qui ont HTA plus HVG. Alors, quels sont les facteurs qui sont arythmogènes? Qu'est-ce qui rend ces arythmies plus fréquentes chez l'hypertendu? Eh bien, le premier facteur qui est incriminé, eh bien, c'est l'HVG. Et les formes graves de troubles du rythme ventriculaire, telles que les tachycardies ventriculaires ou les fibres ventriculaires, heureusement qu'elles sont rares, elles existent. Je vais vous montrer des slides tout à l'heure. Donc, le fait qu'il y ait cet HVG, c'est un facteur extrêmement important. D'autres facteurs peuvent apparaître. Vous savez que l'hypertrophie peut concerner aussi les artères, les coronaires septales, les artères septales, et aussi, donc, il peut y avoir une rarification de la microcirculation. Donc, ce qui va créer une ischémie myocardique qui va être à l'origine aussi de ces troubles du rythme. Donc, on incrimine trois mécanismes essentiellement: l'hypertrophie, une ischémie myocardique plutôt fonctionnelle qu'organique, mais aussi il y a le tonus adrénergique, l'hypertonie adrénergique qui va agir comme modulateur des troubles du rythme. Très souvent, on a décrit des patients qui font des morts subites parce qu'ils sont uniquement hypertendus, et quand on fait des autopsies, les autopsies ne retrouvent qu'une HVG. Donc effectivement, c'est des sujets qui peuvent mourir d'un trouble du rythme grave. Alors, l'HVG impacte-t-elle de manière prépondérante le pronostic d'un patient hypertendu? Eh bien, pour cela, il y a des études qui ont été faites. Alors ici, c'est une étude qui a concerné, regardez, un nombre important de malades, puisque c'est 3200 sujets pour évaluer la morbidité et la mortalité cardiovasculaire en fonction de l'existence d'une hypertrophie du ventricule gauche. Et quel que soit, donc ici, vous avez la masse du ventricule gauche qui augmente, quel que soit le sexe féminin. À partir d'une masse assez conséquente, vous avez qu'il y a une augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire. En plus, en détail, ici, vous avez une HVG et mort subite. Donc, vous voyez que c'est sur dans l'étude de Framingham, sur un suivi de 14 ans. Donc, on suit les malades qui ont une hypertrophie du ventricule gauche. Donc, ici, vous avez les sujets en blanc, les sujets qui n'ont pas d'HVG, en noir, les sujets qui ont un HVG. Et vous voyez qu'ici, c'est les hommes, ici, c'est les femmes. Ça concerne essentiellement les hommes, et surtout ceux qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche, ils sont plus sujets à faire une mort subite. Et là, en éliminant tout ce qu'on appelle les facteurs confondants, donc ils n'ont pas autre chose que l'HT1 plus HVG. Ensuite, dans cette étude qui a concerné près de 2000 hypertendus, suivie sur un peu plus de 300, sur la survenue des événements cardiovasculaires majeurs tels que les AVC, les atteintes coronaires, les urgences cardiaques,
Et c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'il y a une HVG, qu'elle soit diagnostiquée par l'ECG ou par l'échocardiographie, comme ici, il y a effectivement une augmentation du risque. Ici, c'est un risque cérébrovasculaire, c'est-à-dire la survenue d'un accident vasculaire cérébral, qu'il soit d'origine ischémique ou qu'il soit hémorragique, qu'ils sont largement impactés lorsqu'il y a une HVG versus l'absence d'HVG chez les hypertendus. Ça, c'est une dernière étude que je veux juste survoler pour vous dire, c'est plus de 5000 malades qui ont bénéficié d'une IRM, chez qui on découvre donc une HVG quand on les a suivis. Eh bien, sur 4 ans, la mortalité cardiovasculaire était augmentée chez les sujets qui avaient une hypertrophie. Donc la question qui se pose ensuite, bon, ça c'est, je vous dresser un peu un tableau dramatique, mais est-ce qu'il y a des thérapeutiques qui peuvent entraîner ce que l'on appelle un remodelage inverse ou réduire, ce qui permet de réduire la masse du ventricule gauche, ou parfois on peut espérer la normaliser. Et si la normalise, est-ce qu'on peut réduire ce risque cardiovasculaire qui était quand même important? Eh bien, des études ont été faites. L'étude ICAR, par exemple, c'est l'effet du ramipril sur cette HVG. Vous avez ici, c'est une étude qui a concerné 115 patients, donc soit du furosémide, ramipril ou bien du placebo, suivi sur 6 mois. Vous avez ici, c'est la masse du ventricule gauche. Vous voyez que sur placebo, on ne fait absolument rien du tout. Les diurétiques réduisent de manière significative par rapport au placebo la masse du ventricule gauche, mais le ramipril fait beaucoup mieux que le diurétique, donc il réduit de manière significative la masse du ventricule gauche. Par rapport à la paroi postérieure également, vous avez une diminution de l'épaisseur de la paroi postérieure. Donc là, vous voyez que l'inhibition du système rénine-angiotensine par un IEC permet la réduction de manière significative la masse du ventricule gauche. Une autre étude, celle-là aussi, qui a utilisé le ramipril, c'est l'étude HOPE que tout le monde connaît. Je vais juste vous lire la conclusion. C'est qu'au-delà, en dehors de la baisse du chiffre tensionnel, des chiffres tensionnels, il y a une réduction de la masse du ventricule gauche, et cette réduction de la masse du ventricule gauche a été suivie par une réduction des événements cardiovasculaires, particulièrement les AVC, les infarctus et l'insuffisance cardiaque. Donc vous voyez que cette grande étude a démontré que lorsqu'on utilise un inhibiteur du système rénine-angiotensine, ça permet, au-delà du contrôle du chiffre tensionnel, une réduction des événements cardiovasculaires majeurs. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de l'installation insidieuse de la fibrose intramyocardique, qui dit fibrose, une cardiomyopathie d'origine hypertensive. Et donc ici, il y a une étude sur la régression de la fibrose. Alors, vous utilisez ces deux molécules, un ARA2 versus athénolol, et vous voyez un bêta-bloquant. Vous voyez qu'ici, sur la base, on a ici, et puis après 36 semaines de traitement, eh bien, il n'y a pas de différence en termes de pourcentage de fibrose. Par contre, lorsque vous inhibez le système rénine-angiotensine, eh bien, vous réduisez pratiquement de 25% la fibrose qui était dans le myocarde. Donc, et puis, voici un autre papier qui s'est intéressé à la régression de l'hypertrophie du ventricule gauche. Vous voyez que les bêta-bloquants sont les plus mauvais élèves comparativement aux autres antihypertenseurs. Les bêta-bloquants sont des molécules extrêmement intéressantes lorsque vous avez un hypertendu que vous suivez. Vous savez que les extrasystoles ventriculaires qui surviennent chez un hypertendu, les bêta-bloquants restent une thérapeutique très très intéressante dans le traitement de ces extrasystoles ventriculaires. Donc c'est un autre objectif de la thérapeutique. Alors, si je mets maintenant un patient sous un traitement je vais cibler la régression de l'hypertrophie du ventricule gauche, en combien de temps je pourrais obtenir donc cette HVG? Eh bien, ça a été étudié. Vous voyez dans ce papier de France, vous voyez ici, à partir du 7e mois, on commence à voir véritablement une différence significative en termes de masse du ventricule gauche, et ces résultats vont continuer. Cette baisse de la fonction ventriculaire, cette baisse de la masse ventriculaire gauche va continuer jusqu'à, dans certaines circonstances, il y a eu une amélioration, une normalisation de l'HVG. Personnellement, j'ai eu des cas où on a eu sur des critères électrocardiographiques une normalisation de critères sur le diagnostic de l'HVG.
Voici une étude suédoise qui s'appelle Sylvien et qui s'est donné comme objectif la comparaison de l'irbisartan versus athénolol sur la régression de l'HVG. Et l'objectif, donc c'est une étude multicentrique, randomisée en double aveugle sur 115 patients. Et le critère de jugement principal était la réduction de l'indice de masse du ventricule gauche sous l'irbisartan versus athénolol après 12 semaines, 24 et 48 semaines de traitement. Alors donc, c'était l'échographie qui était l'outil de mesure. Et voici, je passe sur le design de l'étude pour vous donner directement les résultats. Vous voyez qu'ici, ça c'est la Provelle et ici c'est l'athénolol. Donc déjà à la 12e semaine, on a une différence significative. Cette différence, elle se poursuit jusqu'à la 48e semaine avec une différence nette en faveur de l'irbisartan. Donc il est clair que vous savez très bien que dans le mécanisme de l'hypertension artérielle et de l'hypertrophie du ventricule gauche et même de l'hypertrophie de la média au niveau vasculaire, le système rénine-angiotensine joue un rôle primordial. Et donc, on comprend très bien que l'inhibition de ce système va effectivement permettre ce qu'on appelle un remodelage inverse. Par ailleurs, une deuxième étude, celle de Gaudio, qui compare les mêmes molécules sur l'hypertrophie du ventricule gauche à 3 mois et à 6 mois. La même chose, donc le critère la même chose. Regardez ici, je passe sur les détails pour vous dire, ça c'est versus amlodipine, irbisartan amlodipine. Vous voyez qu'en termes de baisse des chiffres tensionnels, c'est exactement la même chose. Donc en termes les deux molécules font jeu égal pour baisser la pression artérielle. Mais par contre, sur l'HVG, vous voyez que l'irbisartan permet une régression de l'HVG de manière plus importante et plus significative que l'irbisartan. Donc finalement, l'HTA est l'une des causes principales de l'HVG. Cette hypertrophie du ventricule gauche, comme je l'ai dit, peut être accompagnée d'une fibrose interstitielle et des atteintes de la microcirculation coronaire, et les conséquences peuvent être dramatiques. Il ne faut absolument pas que le malade atteigne ce stade-là. Il y a cette HVG dont les conséquences peuvent être dramatiques. Je vous ai montré des slides qui vous donnent que le pronostic n'est pas si bon que cela. Un malade qui a une HVG n'a pas du tout le même pronostic qu'un malade sans HVG, et on peut avoir un remodelage inverse. Il suffit d'utiliser les bonnes molécules aux bonnes doses. Merci pour votre attention.